Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans À un pixel près. Je m'appelle Thomas Carnisser et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul à Radio Clapas puisque je suis avec Céline Pêcheur. Bonjour. Et avec Dimitri Darche. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Et tous les deux, vous formez le studio Seal Games qui va avoir une histoire assez particulière puisque vous faites actuellement plutôt des jeux mobiles, mais à un moment donné, on va dire que vous avez poussé cette logique assez loin puisque vous avez fait des jeux sur Apple Watch. Tout à fait. Et donc, en plus de ça, vous avez un studio que vous représentez globalement tous les deux, mais avec des profils extrêmement complémentaires, puisque toi, Céline, tu vas avoir un profil plutôt de direction artistique. C'est ça. Alors que Dimitri, de ton côté, tu vas avoir un profil plutôt game design et technique. C'est ça. Donc, à un moment donné, ce que je vais vous proposer, c'est déjà de vous présenter un petit peu plus chacune sur, en fait, finalement, votre parcours. Parce que comment vous en êtes venu déjà au moment à travailler, en fait, dans le jeu vidéo? Comment est-ce que vous êtes... Voilà, déjà, c'est un vaste sujet pour Céline. Très, très longue histoire. Très longue histoire. Alors, en fait, moi, je suis artiste. Point de vue études... À l'origine, j'ai fait les Beaux-Arts à Nîmes, mais avant ça, moi j'ai eu un parcours scolaire un petit peu chaotique où j'ai fait lycée professionnel, CAP, BEP, Bac Pro, ce genre de choses. J'ai toujours voulu faire de l'art, quel que soit le médium, que ce soit de la BD, que ce soit de l'illustration, de la peinture, n'importe, tant que c'était de l'art plastique quelque part. Et c'est là qu'intervient en fait Dimitri assez tôt dans mon histoire de professionnel. Il est à ce moment-là, il est ado, moi aussi. Un jour, je reçois donc un mail où il me dit salut, j'ai vu tes dessins sur un site qui s'appelle All Fan Arts à l'époque. J'aime bien ce que tu fais et voilà, je fais un jeu, c'est un peu un Final Fantasy Tactics mais en mieux, et un peu Tactics Ogre aussi, mais mieux. Voilà. Et alors ça avait l'air un truc trop bien et forcément j'avais quel âge moi? J'avais 17 ans, tout péter. Et je me dis carrément, vas-y, go. Donc on a travaillé sur ce projet. Il y a eu beaucoup d'artwork, il y a eu beaucoup de documents de game design et de bibles scénaristiques. Il n'y a pas eu vraiment de jeu. Voilà. Mais en tout cas, ça a donné quand même les premières bases de mon entrée à moi dans le jeu vidéo. Lui, ça faisait des années qu'il faisait déjà qui bidouillait des trucs sur RPG Maker et tout ça. Et moi, en fait, j'avais pas forcément envisagé le jeu vidéo comme support artistique d'expression pour moi. En fait, je jouais aux jeux vidéo. Mais c'est vraiment là que je me dis en fait il peut y avoir besoin de moi, et c'était un peu aussi la période où je jouais à des jeux qui étaient vraiment très beaux pour l'époque esthétiquement, justement par exemple Final Fantasy X qui était vraiment une claque monumentale, et donc c'est là que je me suis dit je vais peut-être aller faire du jeu vidéo, pourquoi pas. Et alors toi Dimitri, du coup quand Céline bascule en fait dans le jeu vidéo, c'est par rapport à ton mail, ça veut dire que t'es déjà sur des logiciels gratuits de développement de jeux? Alors en fait, c'est que on va retourner un peu en arrière. Il était une fois. En fait, j'ai 6 ou 7 ans, peut-être 8, je sais plus. Puis le soir de Noël, j'ouvre Déballe mes cadeaux et je trouve une Super Nintendo avec Street Fighter 2. Et d'où le générique qui m'a beaucoup fait sourire. Et à ce moment-là, j'ai un coup de foudre, en fait. Quand je mets la cassette et que je vois tous ces trucs marcher, j'ai un coup de foudre et je me dis, je sais pas ce que c'est, je sais pas comment travailler dedans, mais je veux en faire. Voilà. Vient le collège, on m'offre des bouquins de programmation et des choses comme ça, je me mets RPG Maker, Amugen, etc., des trucs qui maintenant font partie de la préhistoire, mais qui à l'époque étaient les seuls moyens de créer des jeux. Et donc du coup, pendant toute mon adolescence, j'ai créé des jeux. Vraiment des tout petits jeux à ma petite échelle. Puis quand j'arrive au lycée, je me dis, bon, on a fait quelques petits trucs, maintenant faut passer à l'étape supérieure, on va faire des Final Fantasy Killer. à côté du lycée, naturellement. Voilà, parce qu'il y a quand même les études. Et du coup, je vais sur des différents forums de graphisme, de développeurs, etc., en cachant le fait que je suis mineur, parce que ces forums avaient une politique que si t'étais mineur, tu n'avais pas le droit de publier dessus. Donc j'essaye de bien parler, de me présenter plus mature que je ne suis. Et je contacte plusieurs artistes, dont le profil de Céline. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai envoyé un message à Céline, c'est sa mère qui m'a répondu. Oui. Ma boîte mail n'était pas perso à cette époque. Elle est devenue après.
Et donc voilà, donc le projet amateur, on a quand même fait des trucs sympas, mais l'ambition, ce qu'on appelle le scope, donc l'échelle du jeu était totalement démesurée, déjà pour une équipe de professionnels, mais alors pour une équipe d'amateurs, c'était de la folie, mais cependant, ça nous a donné les graines qui nous ont permis de savoir comment créer des jeux, des plannings, des game design documents, des trailers, des choses comme ça. Et dans notre équipe, je crois que sur la vingtaine qu'on était, il y en a 10 ou 15 qui sont devenus pros, dont un certain Renaud Lemaire. Oui, d'ailleurs, il est montpelliérain, donc Renaud, si tu nous entends, il Faldamus Saga, tout ça, voilà, on est là. C'est ça. Et donc du coup, alors à la base, je suis alsacien, donc j'ai vécu en Alsace pendant mon enfance. Puis après le bac et un IUT, on se dit pour le jeu vidéo, c'est pas terrible, on s'ennuie un peu en Alsace, où est-ce qu'on pourrait aller ? Avec des copains, on se réunit, on sort une carte de la France, on se dit moi j'aimerais bien aller à Angoulême parce qu'il y a l'Engmin, etc. Mes potes me disent non mais il y a pas la mer, enfin peut-être qu'il y a la mer, je sais pas, mais genre il y a pas des trucs intéressants là-bas. Je dis voilà, Paris, il y a trop de monde, etc. Puis on se met d'accord, on se dit tiens, Montpellier, il y a Ubisoft, il y a des cursus qui sont sympas, il y a la mer. Et on a bougé comme ça, 4 ou 5, dans une voiture, on s'est installé, on s'est fait une coloc, puis c'est comme ça qu'on est arrivé dans Montpellier. Ah oui, je remarque que c'est la mer. Voilà. C'était le gros argument. La mer et le soleil, parce que la mer en Normandie, c'est pas pareil. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est la mer qui prend l'homme, vraiment. Ouais. C'est exactement ça. Et déjà, en fait, là, tu as mentionné, Dimitri, une équipe de 15-20 personnes. Donc déjà, en fait, le projet, même en étant amateur, il se veut déjà sérieux. Céline, tu parlais déjà de game design document. Oui, alors, il a toujours fait beaucoup de documents et des documents très précis, déjà à l'époque. Donc c'est très fort, parce que du coup, j'en profite. Est-ce que, Dimitri, tu peux nous expliquer le concept du game design document ? Alors, le game design document, c'est généralement la bible de design du jeu. Ce qu'il faut savoir lorsqu'on crée un jeu, c'est qu'on ne se dit pas, tiens, alors, ça peut se faire, mais généralement, on ne dit pas juste, je sors mon PC, je commence à créer des graphismes et du code, et puis, pof, ça donne Call of Duty. Non, généralement, on se réunit, on écrit, on définit les différents paramètres. Je sais pas, par exemple, je suppose que tout le monde a déjà joué à Grand Theft Auto ou à Candy Crush. Donc, Grand Theft Auto, le fait de dire, tiens, qu'est-ce que le personnage peut faire ? Il peut se déplacer, il peut sauter, il peut courir. Ok, comment ? Quel bouton ? Selon quel système ? Est-ce que c'est quelque chose de dynamique, donc qui utilise ce qu'on appelle un moteur physique, où ça prend des variables, ou est-ce que c'est une vitesse fixe qui ne change jamais quoi qu'il arrive, par exemple comme dans les Mario ? Les armes. Quelles armes ? Comment elles tirent ? À quel rythme ? Est-ce qu'on peut les recharger ? Est-ce qu'on peut les acheter ? En fait, c'est toutes les décisions, les petites décisions, comme un grand plan d'architecture, si on fait construire une maison sur mesure, un grand plan d'architecture qui, en théorie, détaille toutes les décisions qu'il y aura. Dans les faits, ce n'est jamais comme ça. Dans les faits, très vite, comme pour les maisons d'architecture, on se rend très vite compte qu'il y a des problèmes. Mais c'est ce genre de détails qu'il faut comprendre et trouver pour ensuite se faire comprendre des développeurs, des artistes, des producteurs et potentiellement des investisseurs. Alors, je l'ai dit justement en tout début d'émission, Seal Games, c'est vous deux principalement, parce qu'après, on en discutera, il y a d'autres gens qui doivent se rajouter sur certains projets, mais globalement, c'est vous deux principalement. Le point de départ, est-ce que justement c'est les jeux Apple Watch, ou est-ce qu'il y a déjà d'abord le projet de Seal Games, et ensuite vous tombez entre guillemets sur Apple ? On a toujours plus ou moins fait des jeux, expérimenté des trucs sur différents supports. On avait fait des jeux en Flash à une époque avec des amis, sûrement s'ils nous écoutent, ils se reconnaîtront. C'était pas vraiment à vue professionnelle, c'était pour tester des choses. Et à l'époque, justement, il y avait les premiers iPhones et les premières tablettes. On avait voulu tester d'expérimenter sur ce média-là. On a fait des jeux sur Windows Phone. Voilà, dans le genre mauvaise décision. Mais on s'est dit, il n'y a personne dessus, alors pourquoi on n'irait pas dessus ? Bon, il y a une bonne raison pourquoi personne n'allait dessus. Et en vrai, du coup, quand on a décidé de se lancer sur les jeux sur Apple Watch, on avait déjà des jobs en freelance, Dimitri en tant que game designer et moi en tant que graphiste. Et le mobile, ça commençait déjà à être vraiment saturé. Il y avait vraiment beaucoup de monde, beaucoup de jeux qui sortaient de qualité variable. Et là, il y a eu l'Apple Watch et on s'est dit, oh, vas-y, go, c'est nouveau, on a envie d'expérimenter dessus. Et c'est un peu
comme ça qu'on a commencé c'était un peu l'origine de Seal Games, c'était ça, quoi. C'était on va faire des jeux sur Apple Watch. C'est ça. Et le fait d'avoir une structure aussi pour les impôts. Ouais, mais surtout, c'était surtout Apple, on n'avait pas vraiment le choix. Si on voulait le nom Seal Games dans le nom, enfin, il y a le nom de l'application, puis il y a le nom du développeur. Tu peux avoir soit un compte perso, dans ces cas-là, c'est ton nom et ton prénom. Nous, on voulait que ça soit un peu sérieux, donc on a monté une entreprise pour avoir l'air sérieux, quoi. Voilà. Et alors justement, pourquoi Seal Games Alors, d'où vient ce nom? Il y a la version les officielle. private jokes, dans les private jokes, en fait, quand on s'est rencontrés et qu'on a été collègues avant d'être en couple, on avait des passions communes, dont l'animé Evangelion, je sais pas comment ça se prononce. Et donc du coup, on s'est dit, ouais, mais quand on va trouver notre nom d'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire? On a commencé à faire des thèmes, Shinji Ikari, Evangelion, on dit non mais c'est trop facile. Qu'est-ce qui est assez obscur pour que quelques personnes disent « Hey, je vois ce que tu fais » et que les autres se disent « ça vient d'où, Seal Games ?» on est tombé sur ça. Je suis démasqué. Voilà, donc la Seal. Donc Seal en allemand veut dire âme. D'accord. Et ça fait un jeu de mots sur silly, donc le fait que c'est des petits jeux qui sont tranquilles, voilà, qui ne se prennent pas la tête mais qui essayent d'amuser les gens. Et donc il y a cette idée constamment de vouloir innover, visiblement... que ce soit en s'attaquant à Final Fantasy, qui est à l'époque en fait le grand ponte en fait du JRPG. De l'autre côté, il y a cette idée d'aller sur d'abord Windows Phone et ensuite Apple Watch. Apple Watch, en fait, pour les gens qui n'ont pas d'Apple Watch, typiquement, qu'est-ce qu'on peut y faire en fait en termes de jeu? Enfin, quelle fonctionnalité on peut appeler pour qu'on ait un jeu sympa? Il y a plein de trucs et peu de trucs en même temps. Enfin, ça s'est vachement amélioré. Depuis la première Apple Watch, il n'y avait pas de son. En termes de possibilités, imaginez-vous votre calculatrice Casio, mais en moins puissant. C'est à peu près ça. Non, j'exagère un peu, mais en fait, alors non, sur les possibilités, clairement, on est à peu près à ce niveau-là. Cependant, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a un écran donc qui affiche des informations. On peut toucher dessus, il est tactile, et il y a ce qu'on appelle la couronne, donc qui sert d'habitude à pouvoir zoomer et dézoomer sur des applications, avoir différentes informations. Et cette couronne, en fait, c'est ce qu'on appelle un input, donc un contrôle de jeu, qui est super intéressant en fait, parce que il est basé vraiment dans le minimalisme. On est obligé d'aller à l'essentiel. Et donc, du coup, même si dans les faits, l'Apple Watch est assez apocalyptique en termes de programmation, etc., c'est quand même un challenge créatif qui est super intéressant. Et justement, autant sur le Windows Phone, vous avez compris pourquoi personne n'y allait, autant visiblement, c'est pas exactement la même histoire vis-à-vis de l'Apple Watch. C'est-à-dire que très vite, en fait, vous trouvez cette espèce de stratégie de niche qui vous démarque complètement des autres? Oui, quand l'Apple Watch est sorti, il y a eu un peu un engouement, comme pour un peu tous les produits Apple nouveaux qui sortent, les gens les achètent. Et l'avantage, c'est qu'il y avait pas beaucoup de monde qui faisait des jeux dessus ou des applications dessus. Déjà parce que plusieurs choses, comme disait Dimitri, c'est un peu apocalyptique pour coder dessus. Tu peux pas passer par comment on appelle ça, un moteur de jeu genre Unity ou Unreal. Tu dois tout crafter, tout coder en Swift, le langage natif donc d'Apple. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui s'aventurent pas dessus parce que c'est trop de problèmes. Et puis je sais plus ce que je voulais dire. mais pas vous. C'est-à-dire il y a plein de gens qui ont peur d'aller sur ce langage-là et d'aller sur ce support-là. Oui, ce qui fait que du coup, comme il n'y a pas beaucoup de monde, les quelques personnes qui sont là, qui font des choses bien, ont une visibilité. C'est le principe de la niche en fait. Puis il y a une sorte d'écosystème de relations qui se développe avec Apple ou avec les autres constructeurs. En fait, c'est que quand on développe quelque chose qui met en avant leur fonctionnalité, ils nous mettent en avant pour dire regardez, testez ce truc-là, c'est cool. Apple a très vite identifié qu'on était des créateurs assez fous pour continuer à faire des jeux pour eux et que du coup on était vraiment motivés par l'aspect innovation. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment qui mette en valeur le device, l'appareil de jeu. Et du coup très vite ils nous ont dit on aime ce que vous faites, venez, on vous invite à des événements, venez, on vous explique un peu quelques trucs. Donc voilà, on s'y est retrouvés pendant un certain temps. Oui, pendant un certain temps, c'est vrai que ça marchait pas mal. Ouais, ils vous ont un peu chouchouté justement. Exactement. Oui, parce qu'on fait partie des rares développeurs de jeux pour Apple Watch justement.
Ah, c'est assez intéressant justement de voir. Vous savez que c'est votre studio que je prends en exemple quand je fais des formations marketing. C'est vrai. Bah oui, parce que j'essaie d'expliquer la base du marketing et de la stratégie avant de passer sur des trucs plus avancés. Et donc effectivement, quand on est la stratégie de niche. Alors, il y a un studio qui s'appelle SeedGame. Des choses sur Apple Watch. Ce qui est marrant, c'est qu'Apple aussi nous a utilisé comme exemple. Oui. Justement, on était à un événement de développeurs. On était arrivé en retard pour des raisons que je ne dévoilerai pas. Et on s'était disputé, voilà. Et on se retrouve dans le truc d'Apple où on est les derniers arrivés, tout le monde nous regarde et puis ils commencent à faire des trucs. Puis ils disent voilà, alors on est content de vous avoir ici. Il y a la France se regorge de studios de qualité. On a même des créateurs de jeux Apple Watch. Puis nous on se dit c'est marrant, il y a d'autres créateurs que nous. Ils sont où? Ils sont où? Et donc du coup ils continuent comme ça 2-3 fois. Ils disent mais ils ont vraiment l'air sympas ces gens-là, faudrait qu'on les rencontre. Il y a l'apéro-dînatoire après, les gars d'Apple viennent vers nous directement, ils disent bonjour, on est Dimitri et Céline. Ils disent mais on sait qui vous êtes les gars de SeedGames, on a parlé de vous. Ils disent d'accord. C'était nous. Donc voilà. Alors là, justement, c'est un petit peu la grande question existentielle. C'est le tout premier jeu en fait qui sort sur Apple Watch de SeedGames. Ça consiste en quoi? Alors notre tout premier jeu, techniquement, c'est pas un jeu, c'est une application de sieste. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment qu'on appelait Siesta Time, qui est le fait de dire on connaît absolument rien de l'écosystème, on ne sait pas comment ça marche. On se lance, on trouve quelqu'un qui est un autre pirate prêt à partir à l'abordage avec nous. On s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on peut développer en 1 ou 2 mois? Application de sieste. Montpellierin, tout est. on est le public cible. Langue de croupillon. Langue de croupillon, et puis on s'est lancé sur ça. Donc oui, on lance Siesta Time, qui du coup c'est le premier truc où Apple nous envoie un petit message en disant hey, vous êtes marrants vous. Et après on se lance dans Pocket Bandit. C'est ça. Techniquement, on s'est lancé sur The Night Watch avant Pocket Bandit. Oui, mais le premier qui est sorti. C'est Pocket Bandit. C'est ça. Okay. Et en quoi consiste ce jeu? Parce que j'entends Pocket et Bandit. Est-ce qu'à un moment donné, on est sur un truc de cambriolage ou de... On est totalement sur un truc de cambriolage. Le concept, en fait, c'est que tu es un Arsène Lupin qui se retrouve à braquer des coffres-forts, et pour te servir pour ouvrir les coffres-forts, en fait, tu dois te baser sur les vibrations de l'Apple Watch. C'est-à-dire que tu bouges la molette pour bouger le petit cadran. Quand tu es sur la bonne combinaison, il y a une petite vibration, il faut appuyer, on fait ça plusieurs fois de suite. Le coffre s'ouvre, il y a du loot qui est issu de la culture geek, l'anneau unique, un sabre laser, l'autographe de Lionel Messi ou de Lionel Messo. Et voilà, une sorte de boucle de jeu un peu comme ça, vraiment super simple, mais basée sur l'accumulation de différents loots, la progression, l'introduction de nouvelles mécaniques de jeu. Et là-dessus, c'est toi, Céline, qui dois réaliser justement tout le loot, c'est-à-dire tous les objets en fait qu'on va pouvoir récupérer. Oui, toute la partie graphique, généralement, c'est moi qui m'en occupe. Donc, il y avait du coup du loot, il y avait tout ce qui était interface et tout ça. Le gros défi en fait sur l'Apple Watch, c'est que l'écran est très petit et que c'est très peu lisible si t'es pas vraiment radical. Et c'est vrai qu'au début, le problème de Siesta Time, par exemple, c'est que j'avais fait une espèce d'illustration un peu jolie avec du painting et tout. Sur l'Apple Watch, ça ressemble à rien. Autant dire que voilà. Mais du coup, pas la même erreur sur Pocket Bandit. Et donc, je suis partie sur vraiment un visuel qui fait très... un peu des vieilles affiches de jazz ou... je sais pas, tu vois le générique de Cowboy Bebop, le début, oui. Voilà ce genre-là. Les affiches des films de Hitchcock aussi. Les affiches de films de Hitchcock, ouais. Le nom de l'auteur, l'artiste est super connu, mais j'ai plus son nom. J'ai plus non plus le nom, mais enfin ce genre-là avec vraiment une couleur vive et des formes noires et blanches découpées, vraiment très abruptes, histoire que ça ressorte bien sur l'Apple Watch, que ça se détache bien, que ce soit très lisible. Et là, du coup, vous sortez donc Pocket Bandit, mais en réalité, vous bossez sur un autre jeu. Oui. Donc ça veut dire que vous avez commencé à travailler sur un projet en vous disant, tiens, on va en sortir un peu plus vite. Cet autre projet, c'est lequel ? C'est The Night Watch. C'est The Night Watch. Donc oui, en fait, The Night Watch, c'est un jeu qui est un peu plus complexe parce qu'il est sorti aussi sur mobile et il y a une version Apple Watch. Et c'est un jeu en fait où tu incarnes le cavalier aux échecs. Et c'est juste le cavalier, et donc c'est un puzzle game où en fait
en te déplaçant comme le cavalier, tu dois manger le plus de pièces le plus rapidement possible, avec le moins de coups possible. Il y a plusieurs modes de jeu, et sans te faire bouffer par les pièces comme le fou, la reine, ce genre de choses. Et alors en plus ça joue sur le principe d'échec. Je suis presque sûr d'avoir vu un jeu de société qui s'approchait de ça, mais pas si il y a pas si longtemps que ça. Ah, c'est possible. Si ça se trouve, en plus ça a inspiré justement de retravailler avec le concept des échecs. Et là on est sur le même style, ou au contraire vous en avez profité pour explorer à chaque fois quelque chose? Non, alors ça c'est vraiment un truc, après c'est peut-être moi, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau projet, généralement il y a un nouveau style. Donc je suis assez, alors, on va dire qu'ils diraient éparpillée, mais bon, on va dire polyvalente. et en fait, comme The Nightwatch arrivait avant, et donc je m'étais inspirée de ce qui se faisait bien sur mobile à l'époque, donc quelque chose d'assez cartoon, quelque chose de cet ordre-là, et donc c'est plutôt ce style-là pour The Nightwatch. Et pour Pocket Bandit devait être uniquement sur Apple Watch, donc il a vraiment fallu penser le design vraiment que pour l'Apple Watch. Là où The Nightwatch étant aussi sur mobile, j'avais entre guillemets plus de liberté, moins de contraintes. Mais moi j'ai le sentiment aussi de ne pas avoir été assez radical sur The Nightwatch par rapport à Pocket Bandit, qui, de par la contrainte, implique une forme de radicalité. D'accord, donc effectivement, oui, il y a vraiment une idée à chaque fois d'explorer des mécaniques nouvelles, des univers nouveaux. Donc ça veut dire que, entre guillemets, vous repassez pas 2 fois au même endroit? Totalement, c'est totalement ce qu'on fait, et c'est probablement d'un point de vue business assez suicidaire. Complètement. Mais on est très dans l'aspect, on essaye de mettre tout ce qu'on a à dire sur un jeu, sur un genre de jeu, puis une fois qu'on l'a fait, on se dit on passe au suivant. Et donc du coup, on suit beaucoup la philosophie de la forme qui suit le fond. Donc quel est le propos de ce jeu et quel est le meilleur moyen de le retranscrire au niveau de ce qu'on appelle le storytelling, donc la manière de raconter l'histoire, au niveau du graphisme, au niveau de la manière de jouer. On suit vraiment cette école de pensée, donc du coup ça fait qu'on réinvente la roue à chaque projet. Et justement, cette roue, elle évolue aussi avec le temps. On a l'Apple Watch. Tu disais, Céline, tout à l'heure, le principe, c'est que les premières montres, elles sont pas incroyables, mais évidemment, à chaque fois, on a des évolutions. Est-ce que vous avez réussi à suivre ces évolutions? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on a eu la chance avec Pocket Bandit d'avoir un jeu qui a très vite bien marché, qui a été mis en avant par Apple. Alors, la manière dont les gens téléchargent sur Apple Watch, c'est beaucoup par le bouche à oreille et par des recherches Google. Donc du coup, le nerf de la guerre, c'est que quand on tape quel est le meilleur jeu Apple Watch, de tomber dans les premiers résultats. Une chance pour nous, on est dans les meilleurs résultats systématiquement, ce qui fait qu'on a du trafic sans marketing, sans faire grand-chose. On a des choses qui on a des sous-sous qui arrivent, pour ainsi dire. Et encore aujourd'hui, le jeu est sorti il y a 6 ou 7 ans. Il continue à rapporter. C'est notre jeu, voilà, qui paye les factures, qui finance nos jeux. C'est le truc qui vraiment nous fait tenir. Cependant, du coup, c'est que l'aspect de passer à un autre projet et de prototyper, etc., ça fait qu'on n'a pas forcément capitalisé sur des choses où on aurait pu le faire. On a beaucoup cette optique de dire, ce projet est terminé, passons à la suite, réfléchissons. Et donc, ce qu'on a fait après Nightwatch et après Pocket Bandit, c'est qu'on est allé, on s'est mis à prototyper, et on est tombé dans ce que j'appelle la matière noire du jeu vidéo. C'est-à-dire que pour chaque jeu que vous voyez, que vous achetez, que vous téléchargez, il y en a 4 ou 5 qui ne sont jamais sortis et que vous ne verrez jamais et qui étaient super intéressants et qui ont été annulés pour des raisons X ou Y. Et typiquement, c'est ce qui nous est arrivé. On a produit, 10, 15, 20 prototypes où on se disait ça correspond pas, ça y a ci, ça y a ça. Et quand on s'est dit tiens, là on pense qu'on a quelque chose, on a commencé à avoir des accords avec des éditeurs, il y a eu ce truc qu'on a appelé Covid qui arrivait. Ah, ok. Et du coup, je crois qu'en 1 mois, on a eu quelque chose comme 3 ou 4 deals qui sont tombés à l'eau. Ah oui. Donc, ouais, c'était assez... du jour au lendemain, directement. Silence radio. Ouais. Et donc, du coup, après, on est retourné aux bases pour se dire, tiens, non mais, refaisons ce qu'on sait faire, repartons à partir de là, plutôt qu'à chaque fois de prototyper, de tomber dans une sorte de pathologie, en fait, de se dire c'est jamais assez bien, il faut que le nouveau prototype justifie que les 14 autres étaient annulés, de retrouver du plaisir, de se dire non mais on sort un truc, c'est pas grave, c'est pas parfait, au moins on ressort la chose. Ouais, comme finalement l'ADN premier de Seal Game en disant on tente sur
sur Windows Phone. C'est Oui, ça. Et on verra bien si ça marche. c'est ça. Ça n'a pas marché du tout. Et là maintenant, quand on voit sur la fiche de la FJV, donc l'Agence française du jeu vidéo, on voit que Sealgame représente 4 nouveaux projets. Elle est à jour cette fiche. Voilà, ça allait être ma question. Est-ce qu'à un moment donné c'est à jour? Est-ce qu'il y a vraiment 4 jeux sur lesquels vous travaillez? Ou est-ce qu'en réalité il y en a plutôt 1 ou 2 En réalité, il y en a 4. Ouais, mais alors je suis même pas sûr que ce soit ceux qui sont sur la FJV. Je suis pas allé vérifier la fiche, ils doivent être encore... Je pense pas, mais comme on dit, même une horloge cassée a raison 2 fois par jour. Donc, du coup, oui, en effet, on est actuellement sur 4 projets. Un qui est en production, un qui est en pré-production, un qui va rentrer en pré-production et un qui est en stade de prototype. Oui, d'accord, on est encore... Voilà. C'est pas tout de suite qu'on va pouvoir mettre la main dessus, de pouvoir y jouer, ou alors il y aura peut-être des prototypes dedans. Pas tout de suite, ça dépend. D'ici l'année prochaine, au même moment, j'espère qu'il y aura 2 de nos jeux qui sont sortis. Ok. Il y en a qui sont quand même assez avancés là. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a un qui risque de sortir, Oui. d'ici la fin de l'année, en effet. Ah oui, quand même. Ok. Donc ce sera l'occasion d'en parler un peu plus, je pense, dans peut-être un prochain épisode avec vous. Tout à fait. Avec grand plaisir. En tout cas, cette émission touche déjà à sa fin. J'espère que vous avez apprécié d'en savoir un petit peu plus sur un studio qui développe déjà des jeux pour Apple. Ça, c'est pas si fréquent que ça, mais en plus pour Apple Watch, c'est un format qui est assez particulier. On aura l'occasion, je pense, de retrouver Sealgame dans d'autres épisodes. En attendant, je vous souhaite une superbe fin de journée. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci.